Le rythme cardiaque s'accélère légèrement, Mhm. les vaisseaux sanguins sous la peau se dilatent, les muscles se tendent d'une manière presque imperceptible, comme s'ils imitaient un effort physique hyper intense. Oui, c'est ça. Et pourtant, il n'y a aucun mouvement. L'effort en question ne se passe pas du tout dans une salle de sport ou sur une piste d'athlétisme. En fait, cette réaction biologique en chaîne, elle se produit dans le silence absolu d'un musée. C'est fou quand on y pense. Juste en posant les yeux sur une toile peinte il y a plus de 80 ans. Parce que l'idée classique de la visite au musée, c'est toujours cette déambulation très lente, très contenue. Très silencieuse, ouais. Voilà, où le corps est mis en sourdine, en gros, pour laisser toute la place à l'intellect. L'œuvre d'art est censée être ce truc inerte, accroché au mur, complètement séparé de la personne qui regarde par une espèce de ligne invisible. De la contemplation pure, quoi. Sauf que, et c'est tout l'enjeu de notre exploration d'aujourd'hui, certaines œuvres refusent catégoriquement de rester sagement de l'autre côté de cette ligne. Ah, ça c'est clair. L'analyse sur laquelle on se penche s'attaque directement à ce vieux cliché du regard purement intellectuel. L'article source est signé par Caroline Berger de Fémonie, et, et franchement, son profil change absolument tout à la façon dont le sujet est traité. Oui, parce qu'elle n'est pas du tout une historienne de l'art classique, si je ne me trompe pas. Exactement. Elle n'aborde pas du tout l'art avec la froideur d'une critique académique traditionnelle. En fait, elle est fondatrice d'un studio de pilates. D'où le lien avec le corps. Voilà. Son quotidien, c'est la biomécanique, la conscience musculaire, le souffle, le mouvement. Et elle a décidé d'appliquer cette grille de lecture très viscérale, très physique, à l'œuvre de l'artiste surréaliste Leonora Carrington. Lors de cette fameuse exposition au musée du Luxembourg. C'est ça. Et le résultat est juste bluffant. D'accord, décortiquons un peu tout ça, parce que l'idée de sortir d'une exposition de peinture avec la sensation viscérale d'avoir subi une manipulation physiologique, ça demande quand même quelques explications. Je comprends, oui. Le point de départ du texte, ça s'appuie sur un très grand courant philosophique, la phénoménologie. Ouais, un mot qui fait un peu peur, mais qui est essentiel ici. Pour comprendre l'impact des toiles de Carrington, l'auteur nous fait passer par des penseurs comme Edmond Husserl et plus spécifiquement Maurice Merleau-Ponty. Ah oui, lui et son concept de la chair du monde, non, là. C'est exactement ça, ce concept fascinant de la chair du monde. Parce qu'en philosophie classique, on sépare de façon super stricte le sujet, donc la conscience qui observe, de l'objet, la chose inerte, qui est observée. La fameuse distance critique. Voilà. Mais la phénoménologie, elle brise complètement cette frontière. Merleau-Ponty, il soutient que la perception, c'est pas un appareil photo qui enregistre passivement des données lumineuses. La perception, c'est un contact charnel. Un contact charnel avec une toile. Oui, l'espace entre la toile et l'œil n'est pas vide du tout. Il est rempli d'une interaction palpable. En gros, la toile agit sur le regardeur et en retour, la conscience du regardeur donne vie à la toile. C'est un vrai dialogue. C'est super intéressant. Pour imager ça, je dirais que c'est un peu la différence entre regarder une photographie en très haute définition d'un océan arctique et plonger physiquement dans cette même eau. Ah, j'aime beaucoup cette analogie. Ben oui, parce que face à la photo, on va analyser la teinte de l'eau, la taille des vagues, la composition de l'image. C'est une démarche purement cérébrale. Mhm. Mais au moment où on plonge, l'analyse intellectuelle, elle disparaît instantanément au profit d'un choc thermique. L'eau glacée coupe le souffle, la peau se rétracte, le système nerveux entre en état d'alerte maximale. Complètement. Et donc, l'approche phénoménologique, ce serait d'accepter que la peinture puisse être l'eau glacée et pas juste la photo. Seulement soyons réalistes une petite seconde. Je vous écoute. Ça demande quand même une disponibilité mentale, un vrai effort de concentration. Le visiteur moderne, celui qui a l'habitude de scroller des milliers d'images par jour sur son téléphone, est-ce qu'il possède encore cette capacité de suspension ? C'est une excellente question et c'est là que le génie de Carrington intervient. La charge esthétique de ses œuvres, elle est justement conçue pour court-circuiter cette fatigue attentionnelle moderne. Ah bon ? Comment ça ? Eh bien, l'artiste ne demande pas poliment l'attention de ceux qui regardent. Elle la force. Elle s'adresse directement au sens primaire. Le spectateur n'a pas besoin de faire un effort intellectuel pour entrer dans la toile, parce que la toile s'infiltre dans son système nerveux avant même que l'analyse rationnelle n'ait plus commencé. Avant même qu'on s'en rende compte. Exactement. Le corps est engagé bien avant que notre cortex préfrontal n'ait pu se dire « Ah tiens, est-ce que je regarde un paysage ou une scène mythologique ?» D'accord, mais si on accepte cette idée d'un art qui pirate littéralement la biologie, avant de parler à l'intellect, il doit bien y avoir un mécanisme déclencheur, non ? Tout à fait.
On ne pirate pas le système nerveux central avec juste de bonnes intentions philosophiques. Et l'article se penche d'ailleurs très longuement sur la palette chromatique de Carrington. Ah, les couleurs, oui. Il est question de couleurs extrêmement chaudes, des ocres très lumineux, des rouges vraiment profonds, des oranges vibrants, et l'auteur parle d'une chaleur chromatique qui enveloppe littéralement l'espace. Mais attendez, est-ce qu'on est vraiment en train de dire que regarder de la peinture rouge ou orange provoque une véritable hausse de température corporelle? C'est ce que l'article avance. Oui, Oui, ça frôle un peu la pseudoscience, non? C'est sûrement juste une jolie métaphore poétique pour dire que la peinture est très expressive. ce qui est fascinant ici, c'est que la psychologie cognitive et la physiologie prouvent que ce n'est pas du tout qu'une métaphore. Vraiment? Vraiment, il faut se rappeler que les couleurs, physiquement parlant, ce ne sont rien d'autre que des ondes électromagnétiques. D'accord. Et les couleurs chaudes, comme le rouge ou l'orange vif, correspondent aux longueurs d'onde les plus longues du spectre visible. Lorsqu'elles frappent la rétine, elles envoient un signal très spécifique à l'hypothalamus dans notre cerveau. Et il se passe quoi au niveau de l'hypothalamus? Eh bien, des études très sérieuses montrent que l'exposition prolongée à ces couleurs hypersaturées active notre système nerveux sympathique. Celui du stress? Exactement, le système responsable de la réaction de lutte ou de fuite. Concrètement, le cerveau ordonne une très légère libération d'adrénaline. Le rythme cardiaque s'accélère légèrement et surtout, les vaisseaux sanguins se dilatent. Incroyable! Et cette vasodilatation, eh bien, elle provoque une réelle sensation de chaleur physique, sous la peau. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La biologie pure prend le relais de l'esthétique. Mais l'article évoque aussi une charge émotionnelle très lourde attachée à ces couleurs. On parle de passion, de mélancolie, parfois d'une sourde colère. Oui, les émotions suivent la physiologie. Mais du coup, si la dilatation des vaisseaux sanguins est un réflexe biologique universel provoqué par une longueur d'onde, est-ce que l'émotion ressentie, elle, dépend du bagage culturel de la personne qui observe la toile jour? Est-ce qu'un visiteur à Paris ressent exactement la même chose qu'un visiteur à Mexico face à ce rouge? C'est une distinction cruciale. La réaction initiale, la chaleur, le rythme cardiaque, elle est universelle car elle est purement biologique. La couleur capte l'attention et modifie l'état de base du corps. Ok. Mais l'interprétation de cette chaleur, le sens intime qu'on lui donne, est profondément subjectif et culturel. Ah, ça a du sens. Chez Carrington, cette chaleur incandescente fait très souvent référence à des fours alchimiques, à des feux magiques, ou même à des paysages désertiques brûlants du Mexique où elle a vécu. D'accord. Donc l'inconscient du visiteur, nourri par ses propres références culturelles, ses peurs, ses souvenirs, va transformer cette activation physiologique en une émotion très spécifique. La biologie se contente d'ouvrir la porte, et la mémoire affective s'engouffre dans la brèche. C'est joliment dit. La couleur devient en fait ce pont tactile, un traducteur entre la matérialité inerte des pigments et la vie intérieure vibrante de la personne qui regarde. Donc, si je résume, le tableau commence par chauffer la pièce métaphoriquement et littéralement en piratant notre hypothalamus. C'est ça. Mais une fois que le système nerveux est en alerte, il faut bien que cette énergie, elle aille quelque part, non? Une couleur chaude toute seule, ça reste quand même super abstrait. Absolument. Il faut une forme pour canaliser cette énergie. Et c'est là que l'auteur, avec son regard de spécialiste en pilates, s'attarde sur la manière dont cette énergie se transforme en tension physique à travers les figures peintes. Elle se focalise particulièrement sur un motif très récurrent chez Carrington, le cheval. Le choix du cheval est très loin d'être anodin. Dans notre imaginaire collectif, c'est l'archétype absolu de la force brute, de la vitalité indomptable. Et l'auteur observe la manière dont Carrington peint l'anatomie de ses chevaux ou parfois de ses créatures hybrides, parce qu'il ne s'agit pas du tout de gentils chevaux au repos dans un pré. Non, non, pas du tout. Leurs postures sont complètement contorsionnées. Leurs tendons semblent prêts à rompre sous l'effort. Et c'est précisément là que la discipline du Pilate offre une grille d'analyse vraiment redoutable. Ça nous fait penser, si on prend l'exemple d'un ressort mécanique super puissant et qu'on le compresse violemment entre le pouce et l'index, Ouais, très bonne image. si on prend ce ressort en photo, l'image elle-même est immobile. Mais en regardant simplement la photo, on ressent presque douloureusement l'énergie potentielle qui est accumulée. On anticipe le moment où le ressort va exploser et échapper au doigt. Exactement. Et devant les chevaux de Carrington, c'est exactement la même chose. On perçoit ce que les sportifs appellent une contraction excentrique. Une contraction excentrique. C'est-à-dire? C'est quand le muscle s'allonge tout en étant maintenu sous une tension extrême. On ressent visuellement la lutte entre la volonté de mouvement, de fuite, et la contrainte physique qui l'en empêche.
D'accord, je vois très bien. Mais la vraie question, c'est comment expliquer que cette simple observation visuelle d'une tension peinte se traduise par une crispation réelle dans le corps de la personne qui arpente tranquillement la galerie d'art. C'est ça, oui. Comment l'image devient-elle une sensation musculaire? L'explication scientifique, elle se trouve dans nos neurones miroirs. C'est le fondement de ce qu'on appelle l'empathie kinesthésique. L'empathie kinesthésique. Ok, faut qu'on définisse ça. En gros, lorsque notre cerveau observe une action ou même la simple représentation figée d'une action suggérant une très forte tension physique, les mêmes réseaux neuronaux s'activent dans notre cerveau que si notre propre corps exécutait cette action. Attends, donc mon cerveau fait comme si c'était moi qui forçais. Exactement. En regardant l'encolure tordue d'un cheval peint par Carrington, tes neurones miroirs simulent l'effort. Le spectateur expérimente un véritable écho de cette contrainte dans sa propre musculature. C'est fou. Et c'est exactement le type de pleine conscience corporelle qui est cultivé dans une pratique comme le Pilates. Ressentir très précisément cet équilibre précaire entre la contraction douloureuse et la libération imminente. Carrington utilise les formes anatomiques comme des vecteurs pour transmettre cette tension directement dans la chair de l'audience. D'accord, donc le tableau fait monter le rythme cardiaque avec ses couleurs, puis paf, il crispe les muscles avec l'anatomie de ces créatures. C'est une vraie agression sensorielle en règle, quoi. On peut le dire comme ça, oui. Mais l'analyse avance un point encore plus troublant. Parce que jusqu'ici, on reste quand même dans le domaine du visuel qui déborde sur le tactile. Or, l'article soutient que Carrington s'attaque à la frontière ultime, la règle la plus inviolable de la peinture, le silence. L'observation se concentre sur un oiseau peintre dont le bec est grand ouvert et d'où semblent s'échapper des mots, des espèces de volutes qui matérialisent la parole. Oui, la fameuse peinture qui parle. Mais honnêtement, dire qu'on peut entendre une peinture simplement parce qu'un oiseau a le bec ouvert, c'est pas un peu abusé ? N'est-ce pas la définition même d'une métaphore de critique d'art un peu pompeuse? Une toile ne produit aucun décibel? C'est une objection tout à fait valide. Et cela soulève une question fondamentale sur l'étanchéité de nos sens. Bien sûr qu'il n'y a pas de son réel, pas d'onde acoustique mesurable. Bon, on est d'accord là-dessus. Visuel. Carrington construit ce qu'on appelle une illusion de vocalité. Et le truc, c'est qu'elle y parvient précisément parce qu'elle a méticuleusement préparé le terrain. En mettant le système nerveux sous pression au préalable, avec les couleurs et la tension. Précisément. Il faut envisager l'expérience dans sa totalité. Quand la personne arrive devant cet oiseau, elle est déjà dans un état de porosité maximale. Ses fonctions autonomes ont été modifiées par la couleur, sa musculature est en résonance avec la tension des figures. Le corps est déjà complètement investi, quoi. Voilà, le cerveau est dans un état d'hyperréceptivité multisensorielle. Dans ce contexte très précis, lorsque le regard tombe sur ce bec grand ouvert crachant des formes qui miment le souffle ou le langage, le cerveau tente de compléter l'expérience. De la compléter, c'est-à-dire... Ce phénomène intermédial pousse le cortex visuel à communiquer directement avec le cortex auditif. Le spectateur génère une véritable hallucination auditive interne. Le silence de la galerie est brisé par la représentation visuelle du cri. C'est dingue. L'oiseau devient en fait le porte-voix du souffle poétique de l'artiste. C'est un cri intérieur que notre cerveau ne peut tout simplement pas s'empêcher de sonoriser. Cette volonté absolue de faire déborder la peinture de son cadre traditionnel, de forcer la toile à parler, de manipuler les organes de celui qui regarde, ça dénote quand même une urgence terrible. On n'invente pas un tel arsenal sensoriel juste pour faire joli dans un salon. Ah, ça, non, certainement pas. Tout ce dispositif de piratage biologique et psychologique, c'est en fait l'outil d'une rébellion extrêmement concrète, n'est-ce pas, Sem? Tout à fait. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend très vite que l'art de Carrington n'est pas du tout une simple évasion onirique. L'article souligne le contexte historique et personnel, qui était littéralement étouffant pour l'artiste. Oui, c'était une époque terrifiante. Nous parlons d'une femme qui a dû fuir l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été directement confrontée à la montée du fascisme. Elle a aussi subi des internements psychiatriques d'une violence inouïe. Et dans une société patriarcale très dure, Exactement, une société qui cherchait constamment à la définir, à la limiter et à la contrôler. Et, il faut le dire, même au sein du mouvement surréaliste, qui se voulait très libre, mais qui était dominé par des figures masculines comme André Breton. les femmes y étaient souvent reléguées au rang de simples muses passives. C'est bien connu.
C'est ça. Donc, le surréalisme de Carrington, ce n'est pas un jeu intellectuel, c'est une véritable arme de survie et d'émancipation. Il y a d'ailleurs un paradoxe technique assez flagrant quand on regarde ces œuvres de près. Parce que l'esthétique surréaliste de base, c'est quand même l'automatisme. L'écriture automatique, oui. On pense au lâcher-prise total, au fait de jeter son inconscient sur la toile sans aucun filtre rationnel, vraiment pour laisser parler le chaos. Pourtant, quand on observe les toiles de Carrington, elles n'ont absolument rien de chaotique dans leur exécution, c'est même l'inverse absolu. C'est très vrai. La précision de ses traits, l'application ultra minutieuse des glacis, la construction millimétrée de ces petites créatures alchimiques, sa technique est d'une rigueur implacable. C'est une contradiction fascinante, non? Utiliser un contrôle technique obsessionné pour revendiquer une rébellion totale. C'est une observation brillante, mais cette contradiction n'en est une qu'en apparence. Ah bon? Pour Carrington, la véritable liberté ne réside pas du tout dans le chaos brouillon, mais dans la subversion des codes par leur maîtrise absolue. D'accord, je commence à comprendre. En mobilisant des figures issues de la sorcellerie, de l'alchimie, des mythologies celtiques, elle ressuscite sciemment des savoirs féminins ancestraux, des savoirs qui ont été historiquement écrasés par les institutions religieuses et sociales occidentales. Et pour faire passer ce message, elle utilise les techniques de la haute peinture. Voilà. Le contrôle extrême de son pinceau est vital. Face à un monde extérieur qui tente de la détruire, de la rendre folle ou de la catégoriser, et face à l'effondrement total de l'Europe, la toile est littéralement le seul espace où elle exerce une souveraineté totale. C'est son royaume. Ces créatures hybrides qui mélangent sans cesse l'humain, l'animal et le végétal, elles refusent la fixité des identités. Elle déconstruit l'ordre patriarcal et fasciste en utilisant avec une perfection technique les outils les plus nobles de la peinture académique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement, hein? Pourquoi on passerait du temps, aujourd'hui, à disséquer la manière dont une artiste surréaliste du XXe siècle mélange ses pigments et dessine des tendons de chevaux? C'est la grande question. L'analyse de Caroline Mergette-Femini nous offre un cadeau bien plus grand qu'une simple critique d'art. Elle nous fournit en fait un mode d'emploi pour réinvestir notre propre corps. Elle démontre que l'art, ce n'est pas un concept éthéré ou juste un loisir pour les yeux. Non, c'est une force active. Faire battre notre cœur un peu plus vite, de crisper notre chair par procuration, et même d'inventer des sons dans le silence. Savoir regarder une œuvre de Carrington, c'est accepter d'impliquer ses organes, son système nerveux et son souffle tout autant que son intellect. C'est vraiment un réapprentissage de la perception. Cette plongée dans son œuvre nous rappelle, de façon très viscérale, que la vision n'est jamais un sens isolé. Le corps humain est une caisse de résonance globale. C'est exactement ça. L'approche phénoménologique dont on a parlé, couplée à la conscience aiguë d'une discipline comme le Pilates, ça nous prouve que nous sommes des êtres fondamentalement poreux. Nous sommes constamment modifiés par les textures, les couleurs et les tensions des objets qui nous entourent. Qui laisse la place à une réflexion finale beaucoup plus vaste et qui dépasse très largement le simple cadre des musées. Si une artiste, armée seulement de quelques pinceaux et de pigments sur une toile parfaitement immobile, parvient à dicter une chorégraphie biologique aussi précise à notre système nerveux, il faut vraiment se poser la question de notre environnement quotidien. Ah oui, l'environnement moderne. L'architecture de nos espaces urbains, l'ergonomie parfois très oppressante ou au contraire super fluide de nos lieux de travail, et surtout la température colorimétrique des écrans que nous fixons des heures durant chaque jour, le design très pensé des interfaces numériques. Tout est calibré aujourd'hui. Dans quelle mesure tous ces éléments visuels modernes exercent-ils sur nous une manipulation physiologique, musculaire et émotionnelle en temps réel? Et ça sans même que notre pauvre cortex cérébral n'ait le temps de s'en rendre compte. C'est peut-être la question qu'il faut se poser la prochaine fois qu'on allume notre téléphone.